Dégradation de l'institution judiciaire, souffrance du personnel de la justice, incompréhension des justiciables, ce sont les mots du rapport des États généraux de la justice de juillet 2022. Ce rapport appelait à une réforme systémique dans un contexte de défiance généralisée face aux institutions. Les deux textes que nous examinons aujourd'hui ne constituent pas vraiment une réforme systémique, et s'ils sont présentés comme la traduction des États généraux, c'est essentiellement du point de vue chronologique. Nous regrettons en particulier deux grands oubliés de la réforme. La question carcérale d'abord, pourtant inscrite dans le rapport des États généraux. Un seul article y est consacré, qui se résume à la seule question d'augmentation de places de prison, alors même que tous les travaux de recherche démontrent que plus on augmente les places de prison, plus on suscite le nombre d'écrous, favorisant la récidive. Notre collègue Jean-Pierre Sueur y reviendra. La seconde question, c'est celle des violences familiales, pourtant régulièrement présentée comme une priorité de l'action gouvernementale. On reste très en deçà. C'est regrettable, Madame la rapporteure, comme le soulignera Laurence Rossignol. Par ailleurs, nous regrettons que ces textes fassent l'objet d'une procédure accélérée. Pourtant, ces textes apparemment techniques sous-tendent parfois un véritable changement de paradigme. De même, nous restons dubitatifs sur la pratique du rapport annexé, qui permet de tout dire, mais sans valeur législative, et qui peut être une manière de se défausser. En termes de méthode, ce texte pose aussi la question de principe quant à la réécriture par voie d'ordonnance du Code de procédure pénale. Nous n'y sommes pas favorables par principe, mais sur cette question précise, difficile d'éviter l'ordonnance, mais pour nous, il convient de mieux l'encadrer. La proposition des rapporteurs d'un report d'1 an entre la publication de l'ordonnance et son entrée en vigueur est un premier pas, mais nous voudrions aller plus loin. Ceci dit, si ces deux textes restent en deçà de l'ambition affichée par le gouvernement, il y a urgence, nous pouvons en convenir, et il faut donc avancer. En conséquence, nous abordons l'examen dans un esprit constructif, comme cela a été le cas au sein de la commission, avec l'adoption de quelques-uns de nos amendements, en particulier sur la loi organique. Disons-le clairement, nous sommes favorables à l'augmentation budgétaire. Elle est conséquente, fondamentale et significative. Mais nous resterons vigilants sur l'effectivité des moyens supplémentaires et surtout les conséquences qu'implique un certain nombre de mesures proposées pour une justice plus rapide que vous appelez de vos voeux. Sur ce volet, nous nous interrogeons sur quelques points qui ont motivé nos amendements. Tout d'abord, concernant la loi d'orientation et de programmation, l'article 3 pose singulièrement problème en ce que plusieurs mesures sont attentatoires aux libertés. Renvoi de certaines procédures au juge des libertés de la détention au motif d'alléger l'organisation des audiences et charges du tribunal correctionnel, cela semble plutôt relever d'une manière détournée de gérer les flux liés au nombre insuffisant de magistrats. De même, d'autres points justifient des amendements, la question des perquisitions de nuit, la question du délai en matière de détention provisoire et de garde à vue, les questions relatives à l'ARS, ou encore les points relatifs aux écoutes, à la captation d'images ou à la géolocalisation. Un autre volet nous interroge, celui de la réforme de la justice économique, envisagée à titre expérimental. Vu les réserves qu'elle suscite, nous doutons de son intérêt, en tout cas nous estimons qu'elle n'est pas mûre en l'état. Enfin, le cadre d'action des nouveaux attachés de justice nous semble devoir être précisé pour que ces attachés puissent être réellement des appuis au juge et ainsi donner sens à l'équipe autour du juge, auquel nous souscrivons totalement. Concernant la loi organique, l'ouverture du corps judiciaire nous paraît légitime pour mieux garantir l'ancrage sociétal et la diversité des profils, mais aussi pour faire face à l'exigence d'un recrutement conséquent sans remettre en cause la qualité de ce recrutement. Nous y sommes donc favorables, à condition de ne pas complètement déséquilibrer la composition du corps des magistrats, et il convient aussi de veiller à ce que les durées de formation, comme la question du stage probatoire, répondent bien à ces objectifs et ne soient pas finalement contre-productifs par rapport à l'objectif souhaité.
Nous serons également vigilants s'agissant du sort de la commission d'avancement et de la constitution du jury, divergeant sur ce point de la position de nos rapporteurs. Enfin, concernant l'introduction du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, nous regrettons que le texte traduise au final le renoncement à appliquer l'article 56 de la loi Sauvadet de 2012, désormais codifié à l'article 132.5 du Code général de la fonction publique, pour les nominations aux plus hauts postes de la hiérarchie judiciaire. Voilà en quelques mots l'essentiel de notre position sur ces deux textes. Reconnaissance de réelles avancées en termes de moyens, mais des textes qui restent largement en deçà de la réforme systémique préconisée par les États généraux. Nous nous efforcerons donc, durant l'examen en séance, d'améliorer ce qui peut l'être et de rester vigilants dans un second temps sur la mise en œuvre de ces mesures. Il y a 10 ans exactement, le Sénat votait à l'unanimité une proposition de loi que j'avais déposée restaurant la compétence universelle du juge français pour les infractions et les crimes relevant de la Cour pénale internationale. C'était simplement l'application d'un traité par rapport auquel 4 verrous avaient été déposés. Depuis 10 ans, j'ai déposé un nombre très grand d'amendements au fil du temps pour que cela bouge. Il y a eu quelques légères évolutions. Mais sur 2 points principaux, les choses n'ont pas bougé. Principalement, la question de l'infraction qui devait être constatée dans les 2 parties, ou plutôt dans les 2 pays, la France d'une part, et d'autre part le pays où l'auteur des faits dont l'auteur des faits était un citoyen. Il se trouve qu'à cet égard, des décisions avaient été prises, y compris par la Cour de cassation, qui ont suscité une réprobation internationale, vous le savez. Le 12 mai dernier, la Cour de cassation a pris une position claire sur cette double incrimination. Vous avez publié un communiqué, vous vous en souvenez sans doute, monsieur le garde des Sceaux, le 9 février 2022. Dans ce communiqué que vous avez co-signé avec monsieur Le Drian, vous avez écrit quelque chose d'un peu surprenant d'ailleurs. Vous avez écrit que dès lors que la justice bougerait, le ministère serait prêt à en tirer les conséquences législatives rapidement. Voilà ce que vous avez écrit. Cela m'a un peu étonné parce que d'habitude, les lois sont faites par le Parlement à l'initiative du gouvernement et puis après les juges les appliquent. Là, vous avez renversé en quelque sorte les rôles. Mais puisque cette décision a été prise par la Cour de cassation, monsieur le garde des Sceaux, personne ne comprendrait qu'il n'y ait pas une mise en œuvre de ce que vous avez vous-même écrit dans ce communiqué. Donc j'espère que le débat sur ce projet de loi, avec le concours de nos rapporteurs, de notre présidente, nous permettra d'avancer enfin sur ce sujet. Je voulais aborder un second point, mais monsieur le garde des Sceaux, vous connaissez ce que nous pensons de ce sujet, la régulation carcérale. Cela a été souvent demandé, encore récemment par madame la contrôleure des lieux de privation de liberté. Cela est au cœur du rapport Sauvé, comme vous le savez. Cela a été rappelé par l'Observatoire international des prisons ces jours-ci. Et pourtant, votre position reste toujours la même. Nous considérons qu'il faut prendre en compte la proposition de loi de nos collègues du CRCE sur ce sujet, les propositions de Dominique Raimbourg depuis bien longtemps, et toutes les propositions qui ont été faites et qui sont sur la table pour faire qu'il y ait un niveau, un seuil, un plafond, comme vous voulez, maximum pour l'incarcération dans un certain nombre d'établissements qui sont de surcroît insalubres, qu'on en finisse avec le fait qu'il y a aujourd'hui 2151 personnes détenues qui dorment sur des matelas à même le sol. C'est la réalité. Et que l'on fasse en sorte
que ce texte sur l'indignité dans les prisons, eh bien, il se traduise par des faits. Pour cela, il faut organiser les choses, accepter d'organiser les choses, de réguler et faire face, c'est vrai, à un certain nombre de discours parfaitement démagogiques que l'on entend, selon laquelle la sécurité se traduirait par le fait d'entasser des gens dans des prisons n'importe comment et dans les conditions les plus indignes qui puissent exister. Donc je vous dis à ce sujet, je répète simplement, Monsieur le Président, pour finir, je crois qu'il faut finir, que Robert Badinter a dit il y a une dizaine d'années, il y a peut-être même 15 ans, peut-être 20 ans, la cause principale de la récidive, c'est la condition pénitentiaire. Il y a un moyen de remédier à cela, il existe, ce serait incompréhensible qu'on n'en parle pas dans cette loi de programmation. Quoi de mieux qu'une loi de programmation pour mettre le droit et le fonctionnement de la justice au service de la lutte prioritaire contre les violences faites aux femmes. Car si j'ai cru comprendre que c'était une priorité du président de la République, du gouvernement, vous-même, mesdames, et quelle déception. En tout et pour tout dans ce texte, nous avons un amendement qui crée les pôles spécialisés. Vous allez me dire c'est mieux que rien. Je vais même vous dire que des pôles spécialisés, c'est sans doute mieux que rien. Mais les pôles spécialisés, ce n'était pas la promesse du président de la République. La promesse du président de la République, c'était des juridictions spécialisées. Alors, sans doute, beaucoup d'entre vous n'identifient pas spontanément quelle est la différence entre des pôles et des juridictions. Il faut reconnaître que ce n'est pas si simple. Un pôle spécialisé, c'est une autre pratique. Ce sont des magistrats qui sortent de leur bureau, qui se parlent, c'est bien, qui se coordonnent, qui discutent ensemble des dossiers. Ça existe déjà dans un certain nombre de tribunaux et les professions judiciaires en sont satisfaites. C'est mieux qu'avant, personne n'en doute. Mais une juridiction spécialisée, c'est pas ça. Une juridiction spécialisée, c'est un guichet unique, avec un magistrat qui a des prérogatives aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal. Et c'est une vraie différence pour les justiciables. Donc, les pôles spécialisés, faute de mieux, nous nous en contenterons et nous verrons ce qui existe déjà s'étendre et ce sera une bonne chose, mais ce n'est pas ce que nous voulions. Cette réforme que vous apportez, Monsieur le Ministre, aurait été une belle occasion de traduire les propositions du rapport Vérien-Chandler. Un état des lieux, déjà qui confirme celui du Grenelle, des propositions qui toutes ne tirent pas le bilan d'état des lieux, mais rien aujourd'hui. Et j'ai cru comprendre, vous avez expliqué tout à l'heure à l'Assemblée, que ce ne sera encore pas cette fois-ci qu'on pourrait traduire vos propositions, qu'en fin de compte, vous pensiez que ce n'était pas le bon texte. La manière dont nous légiférons sur les violences faites aux femmes, ce n'est pas tout à fait la même chose que les violences intrafamiliales. Dans les féminicides, ce sont des femmes qui meurent, 47 depuis le début de l'année, et des hommes qui tuent. Et il faut nommer qui tue et qui meurt, et pas toujours utiliser le mot de violence intrafamiliale. Nous légiférons n'importe comment, des PPL qui sont enlisées dans les sables mouvants de la navette parlementaire, une sur l'ordonnance de protection, on ne sait pas trop où elle est celle-ci, une sur l'inceste, on l'a vu ici, mais on ne sait pas quand elle reviendra ou si elle va être, quand est-ce qu'elle va être vue à l'Assemblée. On ne peut pas légiférer comme ça. Pendant ce temps-là, les femmes se cognent la tête dans les labyrinthes de la justice et dans le labyrinthe judiciaire. Les hommes continuent de tuer. Il y a 8 jours, 15 jours, un homme a tué sa femme, ses 2 enfants, il sortait de prison. Elle avait déposé plainte 2 fois. Le procureur a rien trouvé de mieux que de dire qu'il n'avait pas identifié la dangerosité de cet homme, que lui semblait pas, non, il n'était pas dangereux. Il a assassiné femme et enfant. Ça ne peut plus durer. Et je ne comprends pas votre rapport au temps. Le temps législatif n'est pas le temps de l'urgence. Je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit de faire travailler les gens 2 ans de plus, c'est tout de suite, rapidement, décret pris, alors que quand il s'agit de lutter contre les violences faites aux femmes, un autre projet viendra, on ne sait pas trop quand, mais il viendra. Cette méthode-là n'est pas la bonne méthode. Nous avons besoin d'une loi cadre. Et je suis désolée de savoir d'ores et déjà que les femmes devront encore attendre pour que les ordonnances de protection n'exigent plus qu'il y ait violence et danger, et qu'elles se voient refuser les ordonnances de protection parce qu'il y a bien danger mais les violences n'ont pas eu lieu, que le délit de non-représentation d'enfants envoie encore des femmes en prison. Ce n'est pas sérieux de travailler comme ça dans un pays où il y a eu l'année dernière 142 femmes tuées par la violence des hommes.